Bonjour et bienvenue dans Génération Cité d'Or. Aujourd'hui, on va vous parler en quelques mots de l'article d'Amel Blanc sur l'été celtique, car vous savez que nous sortons le magazine de façon trimestrielle à chaque solstice et à chaque équinoxe. Donc vous avez déjà eu le plaisir de pouvoir lire l'article d'Amel sur le printemps celtique directement depuis la boutique de Génération Cité d'Or en téléchargement gratuit. Et dans le numéro 1, eh bien, Amel va donc nous parler de l'été celtique. Bonjour Amel. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Oui, je vais vous parler dans le numéro 1 de l'été celtique qui est, on va dire, rythmé par 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de Beltane. Le second temps, c'est le temps de Lita. Et le troisième temps, c'est le temps de Lughnasadh ou Yumas. Donc, c'est les deux noms que porte la fête du 1er août. Donc, Beltane, en fait, c'est la première porte de l'été. C'est celle qui va marquer la fin de la saison froide, donc de l'hiver, et elle est célébrée le 1er mai. Il faut savoir que Beltane, c'est l'énergie de rayonnance, quelque part, c'est la première porte, et elle va apporter le feu de la lumière, quelque part aussi, puisque on sort de l'hiver, donc on va rentrer dans l'énergie du feu, et ce feu va être progressif jusqu'à être à son apogée à Lughnasadh au 1er août. À Beltane, dans certaines traditions, par exemple, on allait planter un arbre pour célébrer le renouveau, pour célébrer le nouveau cycle aussi, et pour apporter dans son foyer prospérité et chance. Ça, c'est ce que Beltane, on peut retenir de Beltane au 1er mai, avant qu'il ne soit considéré de façon bien plus proche dans notre espace-temps comme étant la fête. Quand on pense à 1er mai, on pense à Muguet, on va penser à Fête des travailleurs, alors qu'en fait, il y avait une autre tradition et qui était, j'allais dire, plus ancienne et qui a une connotation bien plus magique. Ah, excuse-moi de t'interrompre, la fête du 1er mai, c'est une fête païenne qui a été récupérée et puis mise à la sauce, on va dire, moderne, c'est ce que tu es en train de nous dire? C'est ça. Le 1er mai, les gens célébraient, c'est vrai, se réunissaient, et elle a été récupérée pour devenir la fête du muguet, pour devenir la fête des travailleurs, alors qu'au départ, le 1er mai, c'était on plante un arbre dans la nature, ou on plante un arbre dans son jardin pour attirer chance et prospérité. Donc, il y a quelque chose qui est resté, puisque on s'offre les uns et les autres des muguets, c'est vrai, mais de façon plus ancienne. Ce que l'on offrait, c'était quelque chose de plus durable puisqu'on plantait un arbre dans son jardin. Donc le 1er mai, ça marquait vraiment, c'est pour ça aussi que le 1er mai, les gens sont, on va dire, ouais, c'est super, ils sont contents, c'est l'été, on s'approche de l'été, on a les dictons qui disent au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, pardon, et c'est exactement l'énergie que l'on retient, c'est mai, fais ce qu'il te plaît, parce que le mois de mai marque la transition avec la saison froide. Ça, c'est la première porte. Ensuite, arrive la deuxième porte. Et ça, c'est la porte du solstice d'été, que l'on connaît aussi comme, aujourd'hui, on appellerait ça la fête de la musique. Mais dans la tradition ancienne, le solstice d'été, c'était la fête de Lita. Lita, c'est quand on célèbre un feu de purification. Le feu de purification, pourquoi? Parce qu'on va purifier tout ce qui s'est passé avant. On va nettoyer. Purification, c'est dans le sens je nettoie pour entrer dans un nouveau cycle. La dynamique de cycle est très, très, très importante dans la tradition celtique et païenne aussi, parce qu'en fait, on avance de cycle en cycle. En hiver, on est plus en introspection, on travaille à l'intérieur de soi, on met en place, on met en terre pour que ça pousse et pour qu'on puisse en profiter aux belles journées qui arrivent. Et donc, Lita, ça va être l'apogée, quelque part, un peu comme une pyramide, tu vois. On a Beltane, on arrive à Lita et on va monter jusqu'à Lughnasadh, quelque part, avant de redescendre vers les autres temps. Alors, avant de passer à Lughnasadh, donc Lita, là, par contre, on va dire dans la pensée populaire, c'est quand même beaucoup plus clair. C'est des fameux feux de la Saint-Jean où les gens se réunissent autour d'un grand brasier. Personne n'a jamais été dupe là-dessus. Ça a été mis, on va dire, sous l'appellation chrétienne de Saint-Jean, mais tout le monde savait que c'était effectivement une fête païenne dont l'origine remontait aux druides, et puis peut-être même avant, je suppose. Oui, tout à fait.
En fait, toutes les fêtes, ça va être très facile à résumer, toutes les fêtes chrétiennes se sont calquées sur l'agenda celtique et d'autres, je dirais, tu vois, parce qu'il y a celtique, mais tu peux retrouver dans les traditions païennes. Hein. Donc, toutes les portes énergétiques, parce que moi, je les appelle ainsi, hein, toutes les portes énergétiques vont marquer un temps. L'équinoxe, le solstice. Effectivement, on a la fête de la Saint-Jean, on a le fameux feu de Saint-Jean, de la même manière que dans la tradition celtique, on a le feu de l'Ita. Hein, le feu de l'Ita, c'est un feu qui est considéré comme magique, qui a certaines vertus. Par exemple, tradition qui se fait, hein, c'est que tu vas poser dans une feuille, tu vas noter tout ce que tu veux, tout ce dont tu veux te libérer, hein, émotionnellement, tout ce que tu veux guérir en toi. Et tu vas le placer dans cette feuille et tu vas demander à l'énergie de l'Ita de t'accompagner et de t'aider pendant toute l'année en cours, puisque on renouvelle ces vœux, on renouvelle ce travail de purification d'une année à l'autre par cycle, par dynamique de cycle. Donc, c'est pour ça que le feu de l'Ita est considéré comme magique, parce qu'on reconnaît en ce feu un certain nombre de vertus autres, pas que thérapeutiques, mais on va dire vibratoire, énergétique, il se passe des choses. Voilà, il y a des choses qui se passent. J'ai déjà vu pour te donner un exemple tout bête, hein, lors d'un feu de l'Ita, j'ai vu une femme se libérer du deuil de son frère. C'est-à-dire qu'elle portait ce deuil, elle n'arrivait pas à le laisser partir quelque part. Et donc, elle a écrit sur cette petite feuille qu'elle libérait son frère. Et je lui ai dit, regarde les flammes du feu, je vais prendre des photos. Et les photos, c'est moi-même qui les prises. Et sur la photo, tu as un oiseau. Tu as des flammes qui représentent vraiment les ailes d'un oiseau avec la forme d'un oiseau de profil. Et à partir du moment où elle a vu cette photo, elle a senti que quelque chose lâchait en elle et elle a pu reconnaître tout simplement qu'elle est en train de vivre le deuil de son frère. Donc le feu de l'Ita est vraiment considéré par les anciens comme étant un feu magique. D'accord. Alors, on ne va pas présenter la dernière porte, hein, celle de Lughnasadh, parce qu'on ne va pas non plus tout dévoiler par rapport à ton article. Hein. On va vous proposer de vous rendre sur générationcitédor.com ou sur la page Ulule pour faire la précommande du magazine jusqu'au 6 mai, donc hein, il reste encore quelques jours. Sinon, si vous regardez cette émission après le 6 mai, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir le commander au format PDF et puis sûrement aussi au format papier. Hein. On va trouver un moyen de vous le proposer quand même au format papier après cette date-là. Donc voilà. Pour savoir qu'est-ce qui se passe lors de la dernière porte, celle de Lughnasadh, je vous invite à regarder et à lire l'article d'Amel. Mais j'ai quand même une dernière question, Amel, concernant cet article. Pourquoi est-ce que tu appelles cela des portes? Ce sont des divinités? Ce sont des essences énergétiques? C'est quoi exactement l'Ita, Lughnasadh et Beltane? Beltane et l'Ita Lughnasadh comme les autres, hein. Il y a la porte de Yule, la porte de Mabon, enfin toutes les autres portes qu'on découvrira dans les autres articles, hein. Ce sont des temps énergétiques, hein, où il y a, on va dire, une convergence de vibrations concentrées. Voilà. Quand j'appelle ça une porte, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire que l'énergie est concentré d'un point de vue planétaire, alignement, etc. Tu vois, c'est pas que celtique, ça comporte toutes les traditions, puisque quand on regarde certaines fêtes, tu retrouves d'autres traditions qui tombent à la même période. Donc c'est que même si les gens ont des croyances ou des habitudes différentes, mais ils se retrouvent et ils se rejoignent dans les mêmes périodes. Donc moi, quand j'appelle ça une porte, c'est-à-dire que ça va être un moment où l'énergie va être concentrée et tournée dans une dynamique certaine. Quand c'est Beltane, c'est la première porte, on va dire, de l'été. La deuxième porte, c'est celle de l'Ita. Lughnasadh porte son autre porte. Et à chacune de ces portes, il y a des rituels qui sont proposés, il y a des méditations qui sont proposées et il y a une histoire qui est expliquée. Et donc, dans l'article en question, je vous partage tout ça et je permets à des personnes qui ne connaissaient pas ces énergies de pouvoir mieux les apprivoiser et les vivre dans leur vie aussi. Par contre, je vais te poser une dernière question, Amel, qui te concerne, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop l'occasion de creuser ce sujet-là ensemble. Cette passion, on va dire, pour les traditions celtiques, pour le druidisme, tu es tombée dedans quand tu étais petite, ou c'est quelque chose qui est venu sur le tard, ou tu as peut-être suivi un enseignement druidique, je ne sais pas, générationnel. Comment est-ce que tu en es arrivé, toi, sur ce terrain-là?
je suis arrivée sur ce terrain par plusieurs étapes. D'abord, ça m'a toujours résonné. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Ça a été une évidence, alors que pourtant, hein, comme tu peux le voir, je ne ressemble pas du tout à une Celte, et pour cause, puisque j'ai plutôt des origines Moyen-Orient, Égypte, etc. Tu vois. Donc ça, c'est plutôt l'ADN, on va dire. Hein. Maintenant, clairement et simplement, c'est quand je suis allée dans la forêt de Brocéliande la première fois. La première fois où je suis rentrée dans la forêt de Brocéliande, j'ai eu un sentiment de comment te dire, comme quand tu rentres dans un endroit que tu connais déjà, mais que tu sais pas pourquoi, alors que c'était pas logique parce que j'avais jamais mis les pieds. Oui, le fameux sentiment de déjà vu en fait. Exactement, sentiment de déjà vu. Alors comme tu le sais, dans mon aspect thérapeutique et mes capacités, quand je rentre dans un lieu, je ressens l'énergie du lieu, etc. Et je sais ressentir ce qui se passe dans la forêt, je sais, voilà. C'est des choses que j'ai spontanément. Donc, quand j'étais dans la forêt, déjà, j'ai eu pas mal de choses qui m'ont travaillé à l'intérieur. Et puis après, surtout, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui étaient dans cette culture, dans cette vibration et dans cette conscience et qui m'ont partagé leur savoir. Et ce qui était assez intéressant, c'est que des fois, je leur parlais spontanément de certaines choses que je faisais naturellement, hein, d'accord, intuitivement. Et je mets les guillemets, hein, parce que c'est ça. Et ils m'ont dit, oui, mais ce que tu fais, en fait, oui, ça coïncide à ça, ça, ça et ça. Donc, si tu veux, j'ai fait comme j'ai fait pour ma thérapie, c'est-à-dire que il y avait ma part intuitive. Ensuite, j'ai fait mes recherches. Et je me suis rendu compte que ça était expliqué par ça. Et c'est vrai qu'il y a deux personnes qui m'ont énormément appris là-dedans. C'est Didier Rosy et Ozégan. Alors Ozégan, c'est mon choubidounet, enfin façon de parler. Ozégan, c'est l'un des parrains, c'est le parrain de ma troisième fille. Et c'est un barde druide passionné de ce qu'il aime transmettre, hein, qui est extraordinaire, qui a d'ailleurs écrit son premier livre, là, tu vois. Donc, je te donnerai le titre tout à l'heure si tu veux bien. Et Didier, en fait, Didier et Ozégan sont deux personnes qui sont géniales. Et en fait, tous les deux m'ont appris énormément. Et à chaque fois que je monte à Brocéliande, si j'ai l'occasion de voir Ozégan, j'y vais avec grand plaisir parce qu'il fait des soirées contes, tu vois aussi. Et donc, il transmet énormément. Voilà. Donc, entre mes connaissances, par exemple, tu vois, dans la culture celte, il y a énormément de représentations celtiques déiques, voilà, de déesses féminines. Cette connaissance-là, je l'avais intuitivement. Je l'ai développé avec les rituels et Ozégan m'a donné le cadre, si tu préfères, entre ce que je faisais spontanément, il m'a expliqué, etc. Et voilà, donc je pense que je t'ai expliqué. La connexion, et moi j'inviterai les gens à ressentir les lieux et à écouter ce que les lieux leur inspirent d'abord aussi. Donc voilà, on commence à mieux discerner ton parcours hein, depuis que tu es sur Miasme TV. Donc c'est très intéressant et donc je vous invite tous à lire. Alors au moins par curiosité le premier article qu'Amel a réalisé sur le printemps celtique, comme ça vous donnera déjà une bonne idée sur ce qui va vous attendre dans le deuxième article. Et puis on va te retrouver dans le numéro 2 qui va sortir cet automne pour la fête de Samin et dans le numéro 3 pour la dernière fête qui est celle de Yule. C'est ça. En tout cas, Amel, je te remercie voilà, pour ta participation. Moi, je vous incite à regarder sur generationcitedor.com ou sur le site du LUL s'il n'est pas encore trop tard pour précommander le magazine au format papier. Donc, il est à 10 € au format papier, 5 € au format PDF. Et puis voilà, de continuer à nous suivre, de partager cette vidéo si vous avez dans votre entourage des gens qui sont intéressés par ces sujets. Parce que vous verrez, le magazine est très très riche. Et je vous invite à regarder les autres teasers des autres articles que nous avons déjà fait, parce que là on arrive quasi à la fin. Amel, merci et on te dit en tout cas très bientôt ensemble pour tes prochaines lettres de l'âme sur Miasme TV. À bientôt, merci à tous.